Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc pour répondre à un commentaire qui m'a été fait sur une vidéo où j'avais présenté en fait mon portefeuille bourse en fait que je commençais à alimenter il y a quelques mois suite à un article du Wall Street Journal qui disait que en période d'élection présidentielle en fait on avait un certain en fait, il faisait une comparaison entre républicains, démocrates et le pourcentage d'augmentation sur le long terme. Et du coup, j'avais commencé à en fait, valider cette théorie donc de l'article du Wall Street Journal. Je mettrai le lien en description. Et du coup, ce commentaire me demandait ce qui était arrivé de ce portefeuille. Donc, je vais tout simplement, par transparence, le présenter. Le portefeuille est toujours là, il est toujours vivant. Et d'ailleurs, j'ai même réinvesti dessus. Donc, je vais rentrer dans le détail. Pour historique, à l'époque, j'avais mis... je crois que j'avais fait 28% à l'époque où j'avais investi sur ce portefeuille. J'étais, je crois, à 10 800 USD de gains en 5 mois. Je crois en 5 mois, j'avais mis 10 000. Donc 10 800 de gains de plus-value latente, donc je n'avais pas encaissé. Et ce qu'il faut savoir sur ce portefeuille, c'est que je fais uniquement des achats, donc je ne vends pas, parce que je suis régulé, donc avant d'acheter, il faut que je fasse des validations, etc. Donc c'est un peu lourd comme process. Donc pour le moment, j'ai juste investi sur le long terme, et puis je vais te montrer là, grosso modo, ce que ça a donné allez, une dizaine de mois après. Ce qu'il faut savoir, depuis le moment où j'ai commencé à investir sur ce portefeuille, il s'est passé beaucoup de choses au niveau, on va dire, actualité. Donc il y a eu crise en Europe, Europe de l'Est, donc on sait, crise au Moyen-Orient, il y a eu plusieurs zones de tension. Zone de tension en Indo-Pacifique, Inde, Pakistan, récemment Thaïlande, Cambodge. Il y a eu les grosses nouvelles, notamment par rapport aux tarifs de Trump. Donc aujourd'hui, bon, il y a eu des négociations, mais il y a quand même pas mal de tarifs sur la Chine, Canada, Suisse, 39%. L'Europe, bon, il y a eu une mauvaise négociation qui a été faite. L'Inde, actuellement, il y a des discussions pour avoir plus de 50% de tarifs sur l'Inde pour les forcer à moins importer d'hydrocarbures russes. Et Brésil également, discussion entre tarifs entre 10 et 50%. Donc grosso modo, c'est quoi l'objectif de ces tarifs pour Trump? C'est de protéger l'industrie locale aux États-Unis, réduire les importations et surtout rapatrier les entreprises qui exportent fortement aux États-Unis pour rééquilibrer la balance import-export, sachant que là on ne parle pas de services. On sait que les services au niveau américain sont très excédentaire au niveau des utilisations. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de pays dans le monde, hors États-Unis, qui utilisent les services US, Amazon, Google, Facebook, etc. Donc là, on parle uniquement de produits, entre guillemets, physiques. Je crois qu'il y a des discussions également pour imposer Taïwan à hauteur de 100% de tarifs hors semi-conducteurs. Alors que Taïwan, en fait, leur principale exportation se base sur les semi-conducteurs. Donc tout ça, en fait, ça risque effectivement ça a déjà même commencé à provoquer une guerre pseudo-commerciale. Il y a plusieurs choses à garder en tête. Donc l'annonce des tarifs sur les produits chinois stratégiques, entre autres exportateurs aux États-Unis, donc comme les batteries, EV, donc électriques véhicules. Il y avait l'acier, donc l'idée c'était de protéger les États-Unis contre les exportations, on va dire, déficitaires. Mais également, ça a généré une escalade protectionniste. Donc, ce qui s'en est découlé derrière, c'est une peur des investisseurs. Il y a une vente massive des actifs en marché boursier, donc worldwide. C'est pour ça que pendant un moment, on a eu une petite crise, on va dire, des actifs sur les marchés. On a eu une réaction des pays émergents, dont la Chine, qui ont vendu massivement des bons du trésor pour se prémunir contre un dollar surévalué. Donc, il y a une crise également ce qui s'appelle les bonds vigilantes. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis la pression pour éviter qu'il y ait un effet domino de la partie obligation. Et bien entendu, il y a eu un effet domino et une fuite des créanciers pendant un moment. Donc ce qui s'en est déroulé, c'est quoi? Il y a eu une baisse de demande sur les treasuries et on a eu des yields qui ont grimpé temporairement avant la panique. Donc on a eu un dollar sous pression, moins de dollars de dette US, moins de demande pour la devise et il s'en est découlé une diversification vers d'autres réserves. Donc l'or, là on voit aujourd'hui au début août que l'or a atteint un record. Fuite des capitaux vers le yuan,
le yuan chinois notamment, l'Europe aussi, on a vu qu'il y a les marchés boursiers en Europe qui ont pris un up alors qu'on avait l'effet inverse aux États-Unis. Les cryptos aujourd'hui, on voit qu'ils sont quand même en hausse et on a eu une accélération de la dédollarisation. Donc en fait, voilà, il s'en est découlé. Donc la Chine plus les alliés ont liquidé les treasuries, réduction exposition au dollar. On a vu discrètement que les Japonais avaient quand même vendu beaucoup de bons du trésor pendant un moment. Donc ils négociaient, mais en parallèle ils se protégeaient. La Chine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle détient 14% de moins de treasury bond en un an, donc ce qui veut dire qu'elle a quand même pas mal liquidé. Et on a eu également une réaction limitée de la Fed, donc Federal Reserve, pas de changement de cap sur les taux malgré la volatilité. Et on a vu que Trump essaye de virer Jérôme Powell depuis un moment. Donc Jérôme Powell est toujours là, patron de la Fed. Je crois qu'il y a une personne de la Fed là, qui a démissionné pour continuer à donner des cours dans des universités. Et normalement, le turnover au niveau de la Fed devrait arriver en août, donc mai de l'année prochaine. Donc je crois que ça fait dans 10 mois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un effet en cascade des tarifs UF sur les marchés financiers. Quoi d'autre? Donc plusieurs scénarios en tête. Après, bien sûr, je vais rentrer dans le portefeuille. Donc les points à savoir, c'est que quand on a une baisse des taux, on a des actions US qui sont up. Pourquoi? Parce que quand on a une baisse des taux, les investisseurs en fait reshiftent leur portfolio et partent sur en fait un arbitrage risk on sur les marchés donc actions. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent une simulation. Quand on a des baisses des taux, on a des prises d'obligations qui montent et un rendement qui baisse. Donc de l'USD en baisse et des taux US moins attractifs. Donc on a les capitaux étrangers qui fuient à cause du risque de change et qui partent sur d'autres devises ou d'autres actifs étrangers. Donc c'est pour ça que quand on a vu que notamment les stocks US baissaient, en parallèle on voyait une augmentation des stocks européens parce qu'on avait un shift qui se déroulait entre les US et l'Europe. Donc ensuite on a quoi par rapport aux bonds? Tout à l'heure j'en parlais notamment par rapport à l'USD, la currency, la dépréciation. On a certains investisseurs étrangers qui peuvent vendre les obligations US et du coup c'est ce qu'on appelle un dump bonds afin de se protéger d'une baisse attendue du dollar et d'une perte de valeur de leur avoir libellé en USD. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on investit toujours avec une paire de currency qui est pivot. Donc moi par exemple quand j'investis en Hong Kong dollar US, ma currency pivot en fait c'est le Hong Kong. Mais si toi tu es en Europe et que tu investis en USD, en fait ta currency pivot c'est en euros parce qu'un jour ou l'autre tu vas vendre pour peut-être récupérer tes euros et partir sur un investissement. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important d'évaluer en fait cette devise pivot pour voir si en fait, si tu es up mais que la currency elle fait si tu es up 20% mais que la currency elle fait moins 30%, au final tu es perdant. Donc résumé, si la Fed elle baisse des taux, on aura des actions qui seront up, on aura des prix des obligations qui seront up, in fine un USD donc dollar qui baissera et on aura une fuite partielle des capitaux vers les actions étrangères. Donc ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est quoi? C'est la stratégie Trump. Donc s'il met un coup de pression pour faire baisser les taux, aujourd'hui il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que la Fed elle est censée être indépendante et il ne peut pas virer le patron de la Fed. Ça donnerait un risque de manque de confiance sur les marchés financiers. Donc s'il arrive à faire pression ou s'il arrive à tout simplement attendre mai prochain pour remplacer le patron de la Fed, il y a déjà des noms qui tournent, je vais essayer de les mettre là en photo. Donc si la Fed elle baisse des taux, in fine les actions vont monter parce qu'il y aura un arbitrage qui sera effectué. On aura des obligations US qui auront des prix qui montent, un rendement qui baisse, un USD qui se déprécie et des capitaux étrangers qui sortiront de la currency US et on aura une rotation vers des actions étrangères, Japon, Chine, euro, peut-être Chine et potentiellement Inde. Donc je mettrai le schéma en gros, actions US, crédit moins cher, risk on, hausse des marchés. Quand on a un impact sur les obligations US,
Quand on a les prix des obligations qui augmentent, on a des rendements qui baissent, les investisseurs étrangers sont plus prudents, et au niveau de l'USD, quand on a des taux qui sont bas, qui sont moins attractifs, on a une baisse probable de l'USD, et puis on a une fuite des capitaux vers les étrangers à cause du risque de change. Ensuite, on a un troisième scénario, toujours Trump, Trump arrive à faire baisser les taux, on a un change euro-USD à l'avantage de l'USD qui favorise les exportations US vers l'étranger, donc les pays, etc. sera plus simple pour eux pour acheter des Boeing, notamment pricés en USD, ce qui est plus compliqué quand l'USD est plus fort que l'euro. Ce qu'on sait, là, on a l'Europe qui va investir, qui s'est engagé, je crois que c'est Van der Leyen qui s'est engagé à investir plus de 750 milliards de dollars aux États-Unis, le Japon qui voulait investir 550 milliards dans des projets américains, qui pourrait, in fine, je crois qu'on a Apple aussi qui veut réinvestir 100 milliards localement aux US, qui in fine pourrait renforcer la currency US. Donc là, je vais partager mon portefeuille pour savoir ce qui s'est passé depuis. Donc à l'époque, là, je vais juste montrer ici, hop, par rapport à ce que j'ai. Watchlist, ok. Donc, qu'est-ce que j'ai au niveau du portefeuille? Donc au niveau de ma stratégie personnelle, on va dire j'ai un mix 50% entre ETF. Donc ETF, c'est un basket d'actions qui vont en fait refléter soit un indice ou un domaine d'activité. Et si je me mets sur mon... Alors, est-ce que je peux faire un filtre sur position? Donc là, j'ai 100% de stock. Les ETF sont considérés comme des stocks. Et au niveau de mes positions, là, si je fais un mix, on va dire, si je regroupe 50-50% entre les différents types de produits que j'ai 50% d'ETF et 50% d'actions. Donc pourquoi ETF? En fait, tout simplement, ETF, c'est ma protection, c'est mon hedge, parce que, admettons que si mes actions crashent et que ces actions sont incluses dans l'ETF, bah en fait, faudrait que au niveau moyenne, toutes les actions de l'ETF, en moyenne, perdent sur la même perte que l'action, ce qui est pratiquement, bon, c'est possible, mais il faudrait vraiment qu'on soit dans une situation extrême pour que ça arrive. Donc en termes de market value, là ma position principale c'est du Microsoft. Depuis je crois que j'ai mis plus de 20 000 US sur du Microsoft. Ensuite j'ai essayé de mettre des tickets de 20 000 USD sur des stocks, principalement ce qu'on appelle les 7 magnifiques, Max 7. Donc Alphabet, Google, j'ai mis 20K. Avec profit entre guillemets de 4 quoi, donc je suis à 24. Amazon 20, ticket de 20 aussi. Je vais dire également pourquoi je suis rentré dans ces actions à l'époque, et bien entendu ce n'est pas un conseil en investissement, là c'est juste par mesure on va dire éducative que je partage mon portefeuille pour t'expliquer le rationnel par rapport au moment où j'avais investi uniquement des ETF. Donc Microsoft, Alphabet, Amazon, donc l'AVO c'est ETF, S&P 500, on a du VGT, ETF, donc Information Technology, qui également contiennent les 3 stocks que j'ai montrés au-dessus. Donc là je suis discrètement, on va dire doucement en train de rentrer sur Meta, donc là j'ai mis 10K. Donc quoi, QQQ c'est le Nasdaq, Alphabet, donc ça c'est Alphabet 5K, je crois que c'est Alphabet classe B et le premier c'est Alphabet classe A. Pourquoi j'ai 2 actions? Parce qu'en fait quand moi j'avais fait le process pour me faire valider l'achat, j'avais fait assez rapidement, donc j'avais pris la classe B au lieu de la classe A. C'est quoi la différence? C'est les voting rights entre les 2 types d'actions, mais bon c'est pas un problème en soi. Je suis rentré avant, donc là je suis à plus 19%, alors que l'autre où je suis rentré un peu plus tard je suis qu'à 15%. Comme quoi le moment où on rentre dans une action peut influencer la perte ou le profit. Donc Russell 200, on a quoi? On a du Dow Jones, S&P 500, Russell 1000, je crois que j'ai du Russell 2000 également. Bon voilà, après j'ai de la défense, j'ai quoi? Du MSCI World, j'ai du China A. Bon, j'avais juste pris un ETF China A juste pour garder toujours l'accès sur la Chine. J'ai quoi? J'ai du Columbia India, donc Inde. Tesla, c'était action gratuite.
Voilà, bon après, ProShare, Dividende, Aristocrate, etc. US, Adobe aussi. Adobe, c'est bizarre, j'étais en up pendant longtemps. Je pense que là, au niveau de la news, c'est peut-être par rapport... Ouais, voilà, Figma. Donc ouais, il y a eu Figma qui est rentré en bourse et effectivement, il y avait des discussions sur est-ce que Figma qui rentre en bourse peut porter préjudice à Adobe. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un moins par rapport à cette news de marché. Mais du coup, ouais, l'information là, à retenir, c'est quoi? C'est split 50-50% entre les ETF et les actions. Et ce qu'il faut savoir également par rapport à ce portefeuille, c'est que le portefeuille est 100% pratiquement, bon là en excluant l'Inde et la Chine, où il y a vraiment pratiquement rien, quoi, on est pratiquement à 100% sur les US et pratiquement sur le domaine technologique. Donc c'est une force, c'est-à-dire quand les actions montent, bah voilà, le up il est assez rapide. Par contre, s'il y a un problème soit sur les US, soit sur l'USD ou soit sur le périmètre tech US, bah là effectivement je sais que le portefeuille va prendre son tarif. Bon, je suis pleinement conscient de ça et j'en assume les responsabilités d'ores et déjà. Donc là, si je me mets en USD, je suis à 157K donc en US, 1000 USD. En termes de PNL, ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière fois que j'avais présenté le portefeuille, j'étais à 10 800 US. Là, je suis à 30 000. Plus 24, la dernière fois j'étais à 30%, donc j'ai fait en gros x3 sur le PNL, sur le profit non réalisé, donc je l'ai pas encaissé, donc c'est de la plus-value latente pour le moment. Et au niveau du portefeuille, alors je sais plus combien j'étais la dernière fois, mais là je crois que j'ai fait, j'étais peut-être, ouais, faudrait que je regarde, mais là j'ai mis quand même pas mal de tickets là, 2, 4, 6, ouais, j'ai peut-être dû mettre 60 000 US ou allez, worst case scénario 100 000 US. Mais du coup, ouais, depuis 6 mois là, j'ai quand même mis, j'essaie de mettre régulièrement, bon, pas activement, mais chaque mois, j'essaie d'avoir une discipline où je mets. Et moi, ma stratégie, c'est quoi? C'est chaque fin de mois où j'ai des loyers qui sont touchés de par mes investissements immobiliers, je prends une partie et je les convertis en USD. Ce qui est intéressant, c'est que la paire euro-USD donne l'avantage sur l'achat en devises US et j'alimente ce portefeuille que j'aimerais bien faire monter. On le fera ensemble, je partagerai par transparence l'évolution de ce portefeuille, mais j'aimerais bien le faire passer à 1 million d'USD pour être tranquille, sachant que là je suis vraiment sur une stratégie très long terme. Je mets et puis on verra ce qui se passe d'ici 10 ans, sachant qu'en quelques mois j'ai déjà fait 24% et je suis à 30K. Donc voilà, sur le long terme, je suis persuadé que la stratégie sera payante. Et encore une fois, c'est mon investissement personnel. Je ne suis pas en train de donner des conseils sur rentrer dans telle action, mais on verra ce que ça donne et je partagerai ces informations. Ce qu'il faut savoir également, alors pourquoi je suis rentré dans telle ou telle action. Alors je vais commencer par Google. Google, pendant un moment, alors l'action avait pris, voilà, elle avait pris quand même assez cher, c'est-à-dire qu'il y avait une perte de confiance sur l'action Google, donc c'est Alphabet. Pourquoi? Parce que, alors dans un premier temps, il y avait le procès antitrust de Google où il y avait pas mal d'informations qui disaient que l'entreprise allait être splittée, qu'il y avait moins de search Google. Je crois que c'est une personne d'Apple qui disait ça, qu'il y avait moins de search Google et qu'avec ChatGPT, tout le monde utilisait ChatGPT au détriment de la recherche Google. Donc ce qu'il faut savoir, en fait, ce qu'il fallait savoir quand on lisait les informations, c'est que Alphabet, même s'il y avait un monopole et des actions antitrust sur Alphabet, ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'entreprise était splittée entre YouTube, Google, etc., en plus je crois qu'il y a Waymo actuellement, donc tout ce qui est robotaxi, ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils splittaient l'entreprise passait de 175 milliards d'évaluation à plus de 300 milliards. Donc en gros, en fait, tu faisais x3 sur la valuation de l'entreprise. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est quand les gens disaient qu'il y avait une perte de vitesse sur donc les recherches, que Google était à la ramasse sur notamment l'AI, donc intelligence artificielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google, ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient sur Gemini, donc c'était leur modèle AI, et qu'ils ont lancé ça, donc ils ont mis ça à disposition il y a quelques semaines, et que Gemini est l'une des AI les plus puissantes par rapport aux autres
AI de DeepSeek, Grok, ChatGPT, etc. Donc, quand ils se sont adaptés et qu'ils ont mis Gemini à disposition, en fait, voilà, ils ont montré au marché que Google était là et que Google n'était pas une entreprise à prendre à la légère. Et moi, en fait, j'avais investi avant, avant que ces informations sortent, en lisant tout simplement des données publiques, hein. Et là, on voit que entre le moment où je suis rentré et maintenant, on a déjà plus 15% ici, et sur celle-là, on est à plus 19% au moment où je rentrais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Amazon. Également, Amazon, on a eu des mauvaises nouvelles qui sont arrivées par rapport aux tarifs. Amazon sera impacté. Amazon, les gens vont moins acheter. On aura des boutiques qui seront impactées, notamment sur le store d'Amazon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amazon, il n'y a pas que le store, il n'y a pas que la retail marketplace. Amazon, ils ont des entrepôts. Amazon, ils font de la logistique. Amazon, ils ont acheté une start-up israélienne en 2015 qui s'appelle Annapurna pour faire des puces semi-conducteurs. Aujourd'hui, Amazon, quand on rentre le détail dans les warehouses, donc dans les usines, dans les centres logistiques, ils ont plus de robots que d'humains. Aujourd'hui, ils ont plus d'1 million de robots qui s'appellent robots Vulcan. Ils ont plus d'1 million de robots qui travaillent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des problèmes de grève, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler, si demain on a une crise de Covid, les robots ils peuvent toujours travailler et optimiser la logistique pour booster la productivité. Et quand les gens disent ouais, mais du coup les robots vont remplacer les humains, et effectivement, en fait non, parce que les personnes qui faisaient de la logistique manuelle, maintenant ils sont formés pour gérer le pilotage des robots, et en plus de ça, ils touchent plus d'argent. Au niveau de Meta, pareil, il y avait des news assez négatives sur Meta. Ce qu'il faut savoir, c'est que Meta, ils ont investi 14,8 milliards dans Scale AI, et Microsoft, à l'époque, ils avaient investi pareil dans OpenAI. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les entreprises là, elles investissent massivement en plusieurs milliards de dollars dans l'AI, et au-delà de ça, au-delà de l'investissement AI, ce sont des entreprises qui sont extrêmement rentables et qui drive le S&P 500 à la hausse. Ce qu'il faut savoir également, dans les Max 7, il y a deux entreprises que je n'ai pas forcément touchées, donc c'est Apple. Apple, bon voilà, par rapport aux tarifs, par rapport à leur modèle économique, bon, Apple c'est une entreprise qui est extrêmement rentable, qui a extrêmement beaucoup de cash, mais c'est une entreprise qui ne m'intéresse pas forcément plus que ça. Et il y a une entreprise également que je n'ai pas touchée, c'est Tesla. Donc Tesla, entre les prises de décision de Elon Musk, son passage en politique, etc., bon, il y a eu quand même pas mal de dommages qui ont été effectués qui ont impacté Tesla, même si je crois qu'aujourd'hui les investisseurs ont accordé un package de 30 milliards en actions à Elon Musk pour continuer à diriger Tesla. Donc voilà pour cette vidéo. Ce qu'il faut savoir également, alors c'est juste par mesure de transparence et pour répondre aux commentaires, là je ne suis pas en train de donner des conseils en investissement. Là c'est un test que je fais justement pour répondre on va dire pédagogiquement par rapport à l'article du Wall Street Journal qui était sorti, qui disait qu'en période d'élection présidentielle, on avait le S&P qui ferait plus X sur une certaine période. Donc là, a priori, ça semble se réaliser. Donc on verra sur le long terme. Moi, je vais continuer à investir régulièrement. Et autre point également, là, je suis en train de continuer à travailler sur mon programme que je vais appeler Next Level. Et ce programme, en fait, il y aura une stratégie en 3 gros points. Donc la première, c'est l'éducation financière. Donc c'est un point qui est extrêmement important parce que c'est les bases, tout simplement. Et sur ce premier module, là, je suis à plus de 700 slides. À chaque fois, je rajoute des informations, etc. Donc je mettrai une notification quand ce programme sera disponible. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, il y aura la partie investissement dans l'immobilier rentable. Et l'investissement dans l'immobilier rentable permettra d'encaisser des revenus, d'encaisser des loyers, d'avoir un bien qui se paye automatiquement et j'ai envie de dire même gratuitement par des locataires, tout en ayant un encaissement de cash flow qui pourrait être redirigé dans d'autres classes d'actifs comme par exemple un portefeuille bourse ici. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'immobilier, on peut investir avec de l'argent qu'on n'a pas. Et l'argent qu'on récupère de l'immobilier, on peut l'investir dans un marché boursier, par exemple, qui va permettre de réaliser des 20% de plus-value. Là, on est à 30 000. Donc, si je divise par 10,
30 000, allez, 31 000, ça fait allez, 3 000 dollars par mois, ce qui fait allez, peut-être pratiquement 2 fois le SMIC en France. Donc c'est intéressant. Et puis une fois qu'on a l'éducation financière, l'immobilier rentable, on partira sur la diversification financière. Bien entendu, c'est une stratégie qui prend plusieurs années à être mise en place. Là, je ne suis pas en train de vendre une solution miracle où tu vas rouler en Lamborghini en une semaine et demie. Là, c'est vraiment une stratégie long terme, s'éduquer, avoir les bonnes bases, partir sur l'immobilier, faire 1, 2, 3 biens immobiliers qui prendra donc peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction de ton profil. Et une fois que les étapes 1 et 2 sont solides, là on peut passer sur la diversification financière qui font partie d'une stratégie on va dire globale. Donc voilà cette vidéo, dis-moi ce que tu penses du portefeuille, est-ce que j'ai oublié des choses, est-ce que tu aurais voulu que je fasse les choses différemment. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant du programme que je suis en train de mettre en place, et c'est un programme qui est extrêmement solide avec des notions qu'on n'apprend pas à l'école, donc c'est quelque chose qui sera intéressant à assimiler. Voilà pour cette vidéo, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, mets un commentaire et n'hésite pas à activer la cloche pour les notifications et être prévenu de la sortie du programme prochain. Je te dis ciao.